La deuxième partie de l'interview va parler de l'intelligence artificielle, l'IA. Elon Musk avait prédit en 2014 qu'il arriverait à produire 500 000 Tesla en 2021. C'est ce qu'il a réussi. Mais par contre, sur l'intelligence artificielle, il avait prédit, ça se trouve dans l'émission TED justement, qui date de 2014, qu'en 2020-2021, on aurait des voitures autonomes pour aller de Los Angeles à New York par exemple. Et là-dessus, il s'est trompé. Alors que répond Elon Musk? Il répond: je vais vous étonner, je n'ai pas toujours raison. Eh ben oui, c'est vrai. Quand on fait des prédictions, surtout à si long terme, c'est difficile de toujours taper dans le mille. Alors, il rappelle Elon Musk que pour avoir des voitures beaucoup plus autonomes, il faudrait résoudre le problème de l'intelligence artificielle dans la vie réelle et celui de la vision réelle. C'est en fait quelque chose de très complexe. Quand on observe notre environnement, on fait appel à beaucoup de capacités, à beaucoup de paramètres pour pouvoir analyser une situation. Et c'est très difficile de donner toutes ces contraintes à l'intelligence artificielle. Alors, il y a eu des progressions, il y a eu des stagnations dans les évolutions sur l'intelligence artificielle depuis 2014. Elon Musk pense que ce problème de la voiture autonome sera résolu cette année même, en 2022. La voiture autonome sera moins dangereuse qu'une personne moyenne. Alors pour cela, il a fallu réussir l'exploit de synchroniser 8 caméras. Les 8 caméras de la voiture maintenant sont synchronisées pour prendre en compte en même temps, comme une image surround. Il prend cette idée. Bien entendu, ensuite, il faut ajuster la dimension temporelle. Il faut avoir de la vitesse de réaction. Des ajustements sont effectués justement par des humains pour affiner les programmes. En plus de tout ça, pour avoir une voiture autonome, il faut également de la mémoire spatiale et de la mémoire temporelle pour mieux réagir à l'imprévu. Mais cette mémoire est limitée par la RAM, la mémoire de travail de l'ordinateur. Donc, ce qu'on peut prévoir, donc comme quand on fait n'importe quelle prédiction pour tout calendrier, c'est rarement avant le terme annoncé que notre projet se réalise. Comment faire pour être plus juste? C'est très difficile. En fait, avec les médias, le biais est qu'ils rapportent les mauvaises prédictions et rarement les bonnes prédictions. Alors bien entendu, si on ne regarde que les mauvaises choses ou les mauvaises prédictions ou les mauvais choix d'une personne, on pense que la personne elle est mauvaise, elle se trompe tout le temps. Mais si on prend tout en compte, alors on a une personne normale, en général. Il faut voir aussi que plus la prédiction est lointaine, plus il peut y avoir des erreurs. Et si on additionne ces erreurs, cela donne l'impression que la personne est dans une grande erreur, profonde erreur. Sur Tesla, l'important actuellement, c'est le robot Optimus. Depuis des années, plusieurs entreprises ont échoué avec leurs robots domestiques. Une voiture autonome, en fait, c'est un robot à 4 roues. Donc, pour réussir une voiture autonome, quand on a réussi à faire une voiture autonome, on a la possibilité de faire un robot autonome qui marche. D'ailleurs, Elon Musk rappelle que Boston Dynamics a réussi à faire des robots étonnants, voire des fois vraiment effrayants. Je ne sais pas si vous avez vu, mais des fois ils dansent, c'est de la folie. Ils ont une telle force que ça peut être effrayant. Alors, ce qu'il manque, c'est une intelligence artificielle efficace. Ce qu'il manque, c'est une IA efficace pour que le robot fasse des choses utiles de manière autonome. Il manque donc 2 choses. Premièrement, l'intelligence pour agir dans le monde réel. Et deuxièmement, il faut pouvoir fabriquer ces robots de manière intensive. Eh bien, Elon Musk rappelle que Tesla est capable de faire ces 2 choses. Et puis, il prédit que les robots domestiques
ça va être quelque chose de beaucoup plus important et de beaucoup plus étonnant que la voiture autonome. Si un robot comprend l'environnement d'un appartement ou d'une maison, que peut-il faire? Il peut ranger, il peut faire à manger, il peut tondre la pelouse. Alors pour éviter des craintes, pour éviter une situation dystopique, il faut une puce qui localise le robot. Et puis, il faut que cette puce ne puisse pas être mise à jour par voie hertzienne. Et puis, il faut concevoir aussi un mode d'arrêt d'urgence. Elon Musk pense qu'il faut une agence fédérale de contrôle de l'intelligence artificielle. Ça, c'est un système de régulation pour la sécurité publique. Alors, si on se projette vers 2050, il semble qu'on aura tous un robot, comme on a tous un ordinateur. Alors 2022, ce sera un prototype. 2023, le robot sera doté de beaucoup d'utilités. Et puis 2024, ce sera une vente déjà aux industries. Puis d'ici 2032, normalement, les robots iront dans les familles, dans nos maisons. Ça coûtera beaucoup moins cher qu'une voiture actuelle. Alors cela pourrait-il causer du chômage? Selon Elon Musk, ça ne créera pas de chômage parce qu'en fin de compte, on manque déjà de main-d'œuvre. Donc ils ne vont pas enlever des emplois, des postes. Et oui, c'est comme les pompes automatiques avant. Avant, quelqu'un devait vous servir, c'était un pompiste qui devait vous servir de l'essence. Maintenant, on n'a plus besoin de pompistes, c'est un progrès. Et donc, si on enlève les métiers dégradants, les métiers de main-d'œuvre, ce sera un progrès pour l'humanité. Et d'ailleurs, on n'a pas assez de main-d'œuvre, donc, comme il le disait. Alors, il faut voir que d'ici 2050, les biens et les services seront encore plus accessibles aujourd'hui et plus ouverts à tous. Et ils coûteront beaucoup moins cher. Ce sera un monde d'abondance. La seule rareté sera celle que nous déciderons de créer nous-mêmes en tant qu'humains. L'intelligence artificielle va nous permettre une économie qui créera une abondance. Alors bien entendu, il restera des dangers liés à cette ère de l'abondance et au fait que des personnes mal intentionnées puissent utiliser l'intelligence artificielle pour mettre en œuvre des idées malsaines. Et son autre entreprise, qui s'appelle Neuralink, justement, elle essaie de concilier, de lier le monde humain collectif et la super-intelligence numérique. Cela pourrait soulager les problèmes liés au cerveau ou à la colonne vertébrale. Neuralink, pour l'instant, elle va essayer de combler les problèmes que l'on peut rencontrer suite à un accident ou suite à la vieillesse, les problèmes liés au fonctionnement de notre cerveau ou au fonctionnement de notre colonne vertébrale pour pouvoir se déplacer. L'idée, c'est de coupler des cerveaux aux ordinateurs pour avoir une grande intelligence artificielle et avoir de super pouvoirs en quelque sorte. Le monde et puis nos vies pourraient être de meilleure qualité en couplant le monde humain collectif à l'intelligence artificielle. En fait, quand on regarde, nous sommes déjà en partie des cyborgs. Les ordi sont une extension de nous-mêmes. Quand on meurt maintenant, quand quelqu'un meurt, on a comme un fantôme numérique de nous-mêmes. Les SMS, les mails, les photos, les vidéos. C'est une situation vraiment très étrange. Quand quelqu'un meurt et que sa vie reste en ligne, c'est vraiment déstabilisant. Alors, quelle pourrait être la limite de cette symbiose homme-machine? Beaucoup de gens ont déjà des machines en eux ou en contact avec leur corps. Il y a des implants, des prothèses, des cœurs artificiels. La limite, c'est le débit des données, des informations, la vitesse à laquelle les informations vont être transmises. Quand on écrit un SMS avec nos doigts, on écrit à un rythme à peu près de 10 bits par seconde. Alors peut-être certains peuvent aller jusqu'à 100 bits par seconde. Mais si on les compare aux ordinateurs, aux computers, eh bien eux, ils vont communiquer au niveau du gigaoctet, c'est-à-dire des millions de fois plus vite. Alors, est-ce utile
ou même possible, de brancher un cerveau à un ordinateur, de les mettre en connexion. Le mode de lecture-écriture des neurones, avec de minuscules électrodes, est possible. Il faut bien entendu plein de fils, très très fins. Et l'appareil Neuralink est comme une Apple Watch, auquel on met un minuscule bout de cerveau et des fils si fins qu'ils sont presque invisibles. Alors, Elon Musk prévoit 2022, il veut demander l'autorisation à la FDA pour effectuer un implant sur un être humain, sur des êtres humains. Pour l'instant, cela va servir pour combler des lésions cérébrales. Et puis, il faudra des dizaines d'années avant d'avoir une interface neuronale à large bande passante pour obtenir une symbiose intelligence artificielle et être humain. Donc pour l'instant, la connexion homme-machine, ça va surtout servir à soigner des lésions cérébrales ou des lésions liées à la colonne vertébrale. Peut-être qu'on pourra résoudre par la suite les dépressions sévères, l'obésité morbide, les problèmes de sommeil. En fait, il y a deux couches dans le cerveau. Il y a le système limbique, qui est commun à tous les êtres, tous les animaux, et puis il y a le cortex. En fait, on est comme une créature qui a un ordinateur posé sur un cerveau de singe. D'ailleurs, ça me fait penser à la série qui s'appelle White Lotus, et il y avait beaucoup de références à cette idée qu'on était des singes avec quelque chose en plus. Mais au fond de nous, on est des animaux aussi. Alors nous avons beaucoup d'instincts de singe, mais grâce à notre cortex, on peut les maîtriser. Je cite Elon Musk, « Nous sommes des singes avec un ordinateur dans le cerveau ». Alors le cortex est la partie pensante. Mais on ne voudrait pas se passer de notre système limbique, de nos émotions, de nos instincts quelque part. On veut les maîtriser, nos instincts, on ne veut pas en être privé. Le problème, c'est que notre communication avec notre outil, avec l'ordinateur, avec le smartphone, cette communication est lente. Et si on pouvait la rendre beaucoup plus rapide, cela pourrait nous rapprocher de l'idée de télépathie. Par exemple, quand on perdrait un être cher, on pourrait avoir toutes ces données et faire en sorte qu'une intelligence artificielle donne vie, en quelque sorte, à toutes les données qui ont été emmagasinées.